On va passer à l'exposé suivant. Donc, je demande à mon ami Vincent Pétiard de venir nous parler de multiplication végétative à grande échelle par embryogénèse somatique, rêve ou réalité. Bonjour, je ne vais pas vous parler des biotechnologies pour une espèce donnée, mais je vais vous parler d'une biotechnologie qu'on a juste évoquée avant sous le nom de semences artificielles. Et je vais vous parler d'une biotechnologie, la propagation par ce qui a été appelé des semences artificielles, donc par embryogénèse somatique, appliquée à différentes espèces et différentes espèces pérennes, et principalement des espèces tropicales sur lesquelles j'ai travaillé pendant près de 25 années chez Nestlé. Voilà. Donc, je veux vous dire quelques mots sur l'embryogénèse somatique et les raisons de l'embryogénèse somatique, puis parler de ce que j'ai appelé le rêve, c'est-à-dire d'un projet Eureka que nous avions débuté chez Nestlé en 1987, en collaboration avec le groupe Limagrain et en collaboration avec le groupe Rhône-Poulenc à l'époque. Essayer de vous montrer quelle est la réalité à ce jour des applications de cette technique. Et j'ai pris des exemples qui viennent de différentes compagnies. Si je vous trouverai évidemment plus d'exemples de Nestlé, c'est tout simplement parce que j'y ai travaillé longtemps. Mais sachez que les mêmes techniques sont exploitées par Kraft ou par Mars ou par Ferrero. Bon, j'en profite pour vous dire l'importance de ces espèces économiques. On a vu l'importance de la pomme de terre en termes de surface cultivée. Laissez-moi juste vous dire que le café est le deuxième produit d'échanges commerciaux internationaux dans le monde, qu'une firme comme Nestlé achète à peu près 3 milliards de francs suisses de café par an, et environ pour 10 ou 12% de la production mondiale. Sur le cacao, les volumes ou les valeurs sont moins importantes. Il n'empêche que toutes les firmes productrices de chocolat, que ce soit Mars, que ce soit Ferrero, que ce soit Nestlé, que ce soit Kraft, ont de lourdes inquiétudes sur leurs approvisionnements pour les années qui viennent. Et les traders, comme on dit, envisagent un manque d'environ 1 million de tonnes de cacao d'ici 2 à 3 ans. Voilà. Alors, juste un mot sur ce... je ne vais certainement pas vous redécrire le processus d'amélioration des plantes. Je veux juste souligner une chose. C'est que, quel que soit, et c'est en fait pour ça que Nestlé s'est engagé à l'époque dans ce domaine, j'avais dit, quelle que soit la méthode par laquelle vous produirez un nouveau plant de café qui aurait un intérêt, que ce soit une méthode de sélection conventionnelle, que ce soit du génie génétique, que ce soit de la mutagénèse, il vous faudra trouver un moyen pour le multiplier en grand nombre et le plus rapidement possible pour le mettre à disposition des agriculteurs. Si vous trouvez un hybride d'arabica qui a un goût fantastique ou qui a une qualité agronomique fantastique, mais que vous soyez incapable de le distribuer, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Et je prends cet exemple d'hybride d'arabica non pas naïvement, parce que je peux vous dire que depuis 15 ans, les Éthiopiens ont développé des hybrides d'arabica en faisant des pollinisations manuelles qui sont résistants à un cholétotrichome, qui est une maladie très embêtante et qui détruit une part de la production éthiopienne. Ils ont ces hybrides et ils sont résistants et ils sont de bonne qualité. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas les exploiter parce qu'ils ne savent pas les multiplier. Donc le problème est de dire, si j'ai quelque chose d'intéressant, comment pourrais-je le multiplier et est-ce que cette technique pourrait fonctionner ? Donc j'ai essayé de résumer ici quelques-unes des raisons pour lesquelles on pourrait faire de l'embryogénèse somatique. Comme je viens de vous le dire, c'est pour valoriser des génotypes uniques sans forcément les fixer génétiquement et qui ont un intérêt pratique. C'est pour créer des plantations plus homogènes. Juste une information, c'est un planteur de cacao qui fait sa plantation à partir de semences qu'il a récoltées dans ses propres champs ou ailleurs. En fait, on considère qu'il va récolter 80% du produit sur 10% des arbres. En d'autres termes, à cause de l'hétérogénéité génétique des individus qu'il a plantés, il va tout simplement cultiver un grand nombre d'arbres pour rien. Donc vous imaginez bien l'avantage, que ce soit pour le cacao ou pour d'autres espèces du même type, si on pouvait multiplier à l'identique les meilleurs individus de ces plantations. Pour diminuer les coûts de multiplication, parce que pour certaines espèces, la multiplication végétative traditionnelle est possible, on peut bouturer, on peut greffer.
Et c'est clair pour certaines espèces comme le Robusta, c'est clair pour le cacao, c'est pas vrai pour l'Arabica. Mais dans ce cas, le coût de production de plants peut être un élément limitant, non seulement le coût, mais également le nombre. Et je vous ai mis ici multiplié en très grand nombre. L'Indonésie, j'y reviendrai tout à l'heure, a un programme de replantation de cacao où il lui faut 300 millions de plants dans les 10 ans qui viennent. Si on doit les faire par greffe, vous pouvez faire facilement le calcul de ce qui devra être mis en œuvre en termes de moyens humains et de surface. Et puis, si on maîtrise l'embryogénèse somatique, on maîtrise la régénération. Si on maîtrise la régénération, on pourra peut-être s'en servir pour d'autres domaines, comme la cryoconservation d'embryons somatiques, donc de ressources génétiques, ce qui est particulièrement précieux quand on parle d'espèces tropicales récalcitrantes, puisque les collections de café, de cacao, d'EVA, de palmiers, c'est des plants dans les champs, c'est pas des semences. Et c'est soumis à tous les risques politiques que vous pouvez imaginer. Donc si je peux produire des embryons, si je peux les congeler et les mettre en banque, ça c'est une initiative que vient de prendre par exemple pour le cacao, le World Cocoa Foundation, je vais protéger une bonne part de mes ressources génétiques de façon plus fiable que de les laisser dans un champ. Juste pour schématiser ce que je vous disais sur le cacao, surtout ne considérez pas qu'on va faire des plantations monoclonales, on va bien sûr faire des plantations polyclonales avec en moyenne 4 à 5 clones parmi les plus performants qui auront été extraits, sélectionnés à partir des plantations existantes. Alors je me suis amusé parce que je trouvais que c'était intéressant et puis c'était un bon exercice à faire pour moi-même, de revenir au transparent que j'avais fait en 1987 pour essayer de convaincre ma direction de recherche et la direction de mon entreprise qu'on devait s'engager dans cette voie dite Eureka, qu'on avait appelée avec un mot que j'aime pas de semence artificielle, comme on l'a dit. Et je vais résumer ici une série des raisons que je viens de vous donner. Elles n'ont pas vraiment changé. Mais j'avais aussi résumé la stratégie qui était de dire il faut d'abord induire l'embryogénèse somatique, trouver le moyen de faire régénérer des tissus somatiques en embryon. Il faut ensuite multiplier ces tissus. Il faut ensuite les multiplier à l'état indifférencié. À ce stade-là, on peut stocker dans l'azote liquide et garder ce que les microbiologistes appelleraient des master cell strains. On doit ensuite faire exprimer, c'est-à-dire faire apparaître à partir de ces cellules indifférenciées des embryons, puis en faire évidemment des plantules. Et la question a été évoquée tout à l'heure, vérifier si oui ou non on a bien des plantules identiques à la plante mère ou si on a induit ces fameuses variations somaclonales dont dans le cas précis, on ne voudrait pas et on ne veut pas. Alors la réalité, je vais prendre 3 exemples principaux. Je vais prendre le Robusta, le cacao et le palmier à huile et vous dire... Utilisez chacun de ces exemples pour illustrer des résultats soit économiques, soit techniques. Pour ce qui est du Robusta, le processus, et je ne reviendrai pas pour toutes les autres espèces sur le processus, il est bien évident que le protocole est différent espèce par espèce et que la recette, entre guillemets, n'est pas la même pour du cacao et pour du café, mais je vais juste décrire le processus sur le café et après je vous montrerai seulement les résultats sur le cacao sans rentrer, et le palmier sans rentrer dans les détails. Dans le cas du café, que ce soit l'Arabica ou le Robusta, on part de fragments de feuilles qu'on met en culture in vitro, sur lesquels on va faire apparaître des cales, comme on les appelle, des masses de tissus. On va sélectionner le plus souvent ceux qui, justement, ne font pas d'embryon, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche à cette étape-là. Ce qu'on cherche, c'est à faire de la masse cellulaire et à propager cette masse cellulaire à l'état indifférencié avant de l'exploiter pour produire un grand nombre d'embryons. Ensuite, ces tissus étant multipliés peuvent être, je l'ai mentionné, stockés dans l'azote liquide. Ils vont être ensuite cultivés en milieu liquide. Là, je vous ai mis des fioles d'Erlenmeyer. Vous verrez des photos tout à l'heure avec des masses de fioles d'Erlenmeyer, mais on l'a fait aussi dans des petits fermenteurs de 10 ou 15 litres. Mais on n'a pas besoin, vous verrez pourquoi, de fermenteurs de 10 mètres cubes quand on considère le nombre d'embryons qu'on peut produire par litre. Ces embryons
Pour le Robusta, donc ensuite on va changer de milieu, on va passer sur un autre milieu nutritif liquide qui va permettre ce que j'appelle l'expression, c'est-à-dire que les cellules indifférenciées vont produire des embryons. Et là, pour vous donner juste une idée, on peut atteindre pour du Robusta jusqu'à 300 000 à 500 000 embryons par litre de culture. Puis ces embryons vont être prégermés. Ce n'est pas le cas pour toutes les espèces. Puis ces embryons vont être prégermés, c'est-à-dire recueillis à un stade précis et mis en prégermination dans des systèmes en bioréacteurs qu'on a fortement simplifiés. Je vais vous montrer sur des diapositives. Ensuite, après la sortie de la prégermination, ils vont partir en pépinière. En deux stades. Un premier stade où ces embryons vont être acclimatés à la situation ex vitro, comme on dit. Ils ne sont plus dans des conditions in vitro. Puis, ils vont être développés dans les fameux sacs plastiques qu'on appelle les polybags pour faire des plantes transférables au champ. Un point qui doit être bien compris aussi, c'est que pour ces espèces tropicales, les périodes de plantation sont très précises dans l'année et selon l'année, enfin dans l'année, selon les pays et les saisons de sèche et saisons de pluie, ce qui veut dire qu'on ne produit pas régulièrement des plants à tant de millions par mois, parce qu'il y a des mois où on ne peut pas les utiliser, tout simplement parce qu'on rentre en saison sèche et que ce n'est pas le moment où on transplante du café ou du cacao. Alors, pour le décrire avec des images, en haut à gauche, vous avez ces embryons au stade torpille. Je vous ai dit à peu près 300 à 500 000, 600 000 embryons par litre. J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour faire une relation, on plante le Robusta à 1300 arbres hectares. Donc vous pourriez faire rapidement un calcul combien d'hectares on pourrait planter si tous ces embryons devenaient des plantules et tous ces plantules des arbres transférables. Ces embryons, après qu'ils deviennent chlorophylliens et que ce soit des petites plantules, ici vous avez en C, c'est les nouveaux bioréacteurs qui ont été développés, qui sont en fait des bioréacteurs en plastique jetable, en plastique souple jetable. On ne travaille plus avec des réacteurs en verre, etc. C'est beaucoup plus simple et économique et transférable dans des pays producteurs. Ici, une salle de germination à droite, en D. En E, vous avez un bac de ces embryons après récolte. Et F, ce sont des embryons, des plantules qui sont acclimatées à partir de ces embryons. Voilà ici une salle de pré-germination telle qu'elle était faite dans le passé, c'est-à-dire avec à la fois des bioréacteurs en haut où vous faites pré-germer les embryons. En bas, c'est le milieu, c'est les systèmes qu'on appelle d'immersion temporaire, c'est-à-dire 4 à 5 fois par jour, le milieu est poussé par surpression d'air tout simplement vers le réacteur du haut et immerge pour quelques minutes les embryons. Voilà les nouveaux systèmes qui ont été développés, qui sont des systèmes donc jetables, en plastique jetable. Et ici, bon, ça vous donne un exemple. Dans un bac comme ça, on a de 30 à 50 hectares de Robusta. Alors, quelques commentaires après sur le produit de cette multiplication. Alors, on peut faire l'acclimatation directement dans des bacs de ce type, ça c'est en Thaïlande. Un point qui est important à souligner, c'est que si on travaille bien, comme cet embryon est tout à fait similaire morphologiquement à l'embryon de semence, il va développer une racine axiale, une racine principale axiale, et ça peut être très important pour la suite en fonction pour les problèmes de tolérance à la sécheresse. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure pour le cacao. Ici, c'est en Indonésie, c'est des hybrides d'Arabica qui ont été même directement acclimatés sur ces lits en pépinière. Et vous les voyez là, avec les racines secondaires bien sûr, mais prêts à l'expédition pour partir vers des plantations d'État. Ici, c'est en Thaïlande. Là, on a fait une erreur. Mais qui était voulu, si j'ose m'exprimer ainsi. Mes collègues ont voulu que les pépinières soient à Bangkok, à côté de l'usine de Nescafé, pour bien montrer le lien
entre l'amélioration génétique et l'aide à l'agriculture et le produit final. Ceci dit, ce n'était pas le meilleur endroit où le faire et on est obligé de déplacer les arbres issus de pépinières jusque dans les zones de production au sud. Mais ça marche quand même et ça a eu un impact effectivement, si j'ose d'image, tout à fait significatif. Donc c'est quelque chose qui fonctionne pour le Robusta. Au Mexique, alors en Thaïlande, au Mexique, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, avec Nestlé. Et là, juste, je vais m'étendre un tout petit peu plus sur ce diagramme qui vient d'être publié récemment et qui donne les résultats en termes de profitabilité, de profit par hectare pour l'agriculteur. Et là, vous voyez quelle est la notion qui vient derrière, en Thaïlande, des différentes espèces. Et vous avez des espèces tropicales qu'ils peuvent cultiver en plantation ou des différents cash crops, comme on les appellerait. Vous avez les VA, vous avez le palmier à huile, vous avez le café en jaune, qui étaient les variétés, entre guillemets, non clonales de Robusta faites à partir de semences. Et puis vous avez celle qu'on a appelée améliorée, qui est en fait un ensemble de 5 clones, mais dont l'essentiel de l'amélioration vient de l'homogénéité du matériel planté. Et ce qu'on veut montrer ici, tout simplement, et c'est une réalité dans beaucoup de pays tropicaux aujourd'hui, c'est que les planteurs, et on peut reconnaître même les petits planteurs, la logique qui est derrière, aujourd'hui donnent la préférence à ce qui va leur rapporter le plus en termes de profit net à l'hectare. Ça va jusqu'au point où dans certains pays, pour les VA, certains planteurs se sont aperçus que le bois des VA rapportait plus que le latex et coupaient les arbres avant même qu'ils soient rentrés en production de latex. Et ça peut aussi vous expliquer les augmentations de prix du latex. C'est qu'un des éléments. Mais donc ce que vous voyez ici, c'est que, et sur un plan économique c'est très clair, c'est que les agriculteurs de Thaïlande abandonnent pas à pas le Robusta, ce qui veut dire que les usines de transformation locales ne trouvent plus la matière première dont ils ont besoin, ce qui veut dire qu'ils peuvent importer éventuellement d'autres pays comme le Vietnam, mais ce qui veut dire aussi qu'ils doivent payer des taxes d'importation sur la matière première importée des autres pays producteurs. Et il est évident que les pouvoirs politiques de ces pays, que ce soit le Mexique, que ce soit l'Indonésie, que ce soit les Philippines, que ce soit la Thaïlande que je vous ai mentionné, font pression pour que les matières premières qui sont utilisées dans une usine de Nescafé, si je prends cet exemple, dans ces pays-là, soient produites localement et non pas importées. Je pourrais élaborer un peu plus là-dessus, mais s'il y a des questions, je pourrais le faire. Le cacao. Alors le cacao, ça a été un processus plus difficile à mettre en place, qui a pris plus de temps, et à ma connaissance aujourd'hui, la technologie n'est maîtrisée qu'à 2 endroits au monde, dans l'université de Penn State, en Pennsylvanie, Penn State College, et par Nestlé, qui l'a transféré, vous allez le voir, entre autres en Indonésie, vu ce plan de replantation de cacao que l'Indonésie a décidé de faire. Donc je ne vais pas revenir sur la technologie. À la place de partir de feuilles, on parle de pétales ou de staminodes. On n'utilise pas les mêmes milieux, etc., etc. Mais le principe est le même que celui que je vous ai décrit pour le café. Ici, vous voyez des plantes produites après donc acclimatation. Ici aussi, je voulais absolument vous montrer la racine axiale principale qui est typique de ce qui est développé à partir d'un embryon et que vous ne trouvez pas si vous le faites à partir d'une bouture. Si vous développez un plant à partir de bouture, vous aurez une couronne de racines qui va s'établir et vous aurez un enracinement beaucoup plus superficiel. Et pour certains, dans certaines conditions, on peut voir que la tolérance à la sécheresse est tout à fait plus faible pour des boutures que pour des plantes issues de semences ou d'embryons. Voilà des pépinières de cacaoyers en Indonésie issues de multiplication par embryogénèse somatique. Ils produisent là-bas, ils ont un objectif de 30 millions de plants par an. Aujourd'hui, ils sont à 10 millions de plants sur différents clones.
Un des intérêts des plants issus d'embryogenèse somatique, c'est qu'ils présentent, vous le voyez ici 20 mois après plantation, ils présentent l'architecture tout à fait traditionnelle du cacaoyer, ce qui n'est pas le cas quand c'est fait à partir de bouture ou de greffe, c'est-à-dire un tronc principal et ce qu'on appelle une jorquette, c'est-à-dire 5 branches qui partent de ce tronc. Et c'est très important pour le suivi de la plantation et pour la récolte et pour le travail de taille. Voilà des arbres issus d'embryogenèse somatique qui portent les fruits de cacao, les cabosses. Alors pourquoi j'ai mis sur la gauche 20 mois après plantation, vous allez le voir, c'est parce qu'on a pu prouver que les plants issus d'embryogenèse somatique, comparés à ceux, pour les mêmes clones, comparés à ceux greffés ou à ceux de bouture, avaient une meilleure précocité. Quelle est la raison? Je ne peux pas vous la donner. Pour ceux qui sont greffés, il est évident qu'il y a une hétérogénéité du porte-greffe. Donc ça peut être ça qui fait la différence. Pour ceux qui sont de bouture, je viens de vous le dire, il est évident que les systèmes racinaires ne sont pas aussi performants que ceux issus d'embryogenèse somatique. Ça peut être aussi la raison. En tout état de cause, on a dans ces essais qui ont été faits sur 5 pays différents, avec 3 clones, plusieurs répétitions, et sur plusieurs années, et avec évidemment différents lots de plants produits, on peut avoir un gain de précocité à la première récolte de 3 à 4 mois. Alors, vous allez dire, c'est peut-être pas très important pour une espèce qu'on va transplanter tous les 20 ou 25 ans, d'accord, ou tous les 15 ans même. Ceci dit, quand vous considérez le capital investi par le petit producteur, s'il peut gagner 4 mois sur sa première récolte, je peux vous garantir que dans la majeure partie des cas, ils sont intéressés. Plus intéressant, et pas plus d'explications que celles que je vous ai données avant, on a pu observer que les plants issus d'embryogenèse somatique, sur tous les clones testés, en comparaison aux mêmes clones greffés ou aux mêmes clones bouturés, avaient un meilleur rendement dès la première année, et ça c'est très significatif, mais aussi jusqu'à 7 à 8 ans, c'est à peu près le recul qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que c'est dû au traitement qui a été fait pour la propagation, ou est-ce que c'est dû au fait que le témoin n'est pas le vrai témoin, puisque j'ai une hétérogénéité génétique du porte-greffe? Je n'ai pas la réponse. Donc en conclusion, pour le cacao, ce qu'on peut dire, c'est que les arbres ont la même architecture, c'est que les arbres demandent à peu près 2 fois moins de travail de taille que des arbres issus de bouture ou de greffe, c'est qu'ils sont plus vigoureux, plus précoces, et qui présentent un meilleur rendement et une meilleure tolérance à la sécheresse pour les raisons que j'ai indiquées. Donc, ils sont, comme je dis, non seulement conformes, mais meilleurs que les clones d'origine. Alors, je voulais vous montrer le résultat du transfert de technologie en Indonésie. J'y étais au mois d'octobre et j'ai été vraiment très heureux de voir ça. Le labo qui est basé à Jember, sur Java, a maintenant pratiquement 500 personnes qui y travaillent. Sur le cacao, ils ont ce projet et cette année, ils vont produire 12 millions de plants qui sont rachetés par les autorités indonésiennes qui ont décidé de replanter le cacao dans différentes zones. Ici, vous avez la multiplication en milieu liquide. Ici, je montre simplement, je veux juste indiquer qu'on a 260 personnes qui font du travail de repiquage en milieu liquide de ces embryons. Et ils travaillent en 2 équipes. Juste pourquoi j'insiste sur le milieu liquide, que ce soit le café, le cacao ou d'autres, c'est très simple. Si vous travaillez sur des milieux solides et que vous repiquiez un par un ces plants, grosso modo, une personne va produire entre 10 et 20 000 plants à l'année. Si vous travaillez par embryogenèse somatique en milieu liquide, grosso modo, à Tours, et malgré les RTT, pour plaisanter un peu, une personne va produire 1,5 million de plants par an. Donc voilà la différence. Quand vous repiquez 100 000 plants en 30 secondes en transversant, c'est évidemment pas la même chose que d'avoir à repiquer tube par tube ou boîte de pétri par boîte de pétri. J'ai pas besoin d'insister. Oui, la germination se fait en milieu solide.
encore pour le cacao. Ils n'ont pas encore passé au bioréacteur, mais je pense que la technique va bénéficier du savoir-faire acquis sur le café. Voilà les plans. Ici, vous pouvez bien voir les axes racinaires que j'ai mentionnés. Alors, je veux juste insister parce que bon, c'est vraiment les résultats les plus récents que j'ai d'Indonésie. Et le matériel produit a été distribué dans le sud Sulawesi à des petits planteurs. Et ils ont replanté avec ces clones des plantations qui étaient faites de semences. Et j'allais dire, c'est la vie réelle, c'est-à-dire on n'a pas amélioré la fertilisation, on n'a rien fait, on a juste distribué les plants. En fait, les plants produits par le labo à Jember sont envoyés dans des pépinières dans le sud Sulawesi. Ils sont payés par le gouvernement qui les distribue à des petits producteurs qui ont 2 à 3 hectares. Et là, je ne peux absolument pas différencier le bénéfice génétique du bénéfice d'homogénéité par clonage, mais si vous regardez, et ça c'est des données tout à fait réelles et publiées de façon indépendante par des enquêteurs des autorités indonésiennes, on est passé d'une moyenne sur 15 districts différents et au moins 60 ou 70 différents lieux, on est passé d'une moyenne avant replantation de 422 kg/hectare à, après replantation, 1612 kg/hectare. Et c'est simplement pour moi, principalement, le gain de l'homogénéisation du matériel planté. Sachant que du cacao, bien traité, bien cloné, et les meilleurs clones, on peut atteindre du 3,5 tonnes hectare. Voilà, bon, le cacao, ça marche donc en Indonésie, c'est le pays le plus avancé, c'est utilisé en Équateur qui est la seule source de cacao, une des seules sources de cacao fin pour les cacaos fins, et c'est utilisé, ça commence à être utilisé en Côte d'Ivoire et au Brésil. 2 mots sur le palmier à huile, ça c'est des travaux que je connais bien de mon collègue Yves Duval et de son équipe de l'Institut de recherche pour le développement de l'IRD, l'ex-Orstom. Le protocole, on part de feuilles, on clone. N'oubliez pas que le palmier à huile est une monocotylédone, on ne peut pas le bouturer. Le protocole a été développé également en milieu liquide pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées avant. Et on peut obtenir jusqu'à 50 000 embryons par litre, c'est-à-dire l'équivalent de 350 hectares. J'ai discuté récemment avec les plus gros planteurs, les plus grosses sociétés de plantation, que ce soit Socfinco qui appartient au groupe Bolloré, ou que ce soit Wilmar, ou que ce soit Numa. Aujourd'hui, si vous voulez du plant de semence, ils ont en moyenne 5-6 tonnes d'huile à l'hectare. Du plant de clone, ils ont les meilleurs, ils ont 8-9 tonnes d'huile. Et ils ont, disent-ils, dans le pipe, comme on dit, des clones qui pourraient produire jusqu'à 15 tonnes d'huile en hectare. Leur argument pour dire, et ils sont parfaitement conscients des critiques qu'ils subissent, leur argument est de dire, pour répondre à la demande d'huile de palme, comme on ne pourra plus, et ils acceptent ça, déforester, la seule voie qu'on a, c'est d'augmenter le rendement. Parce que la demande augmente et également les prix proportionnellement d'ailleurs. Ici, vous voyez les gains qu'on peut faire avec différents clones. Ça, c'est encore des travaux de l'IRD. Et vous voyez qu'on peut atteindre pratiquement jusqu'à 150% de la variété de semences, qui est en fait un hybride de clones, c'est-à-dire une population d'hybrides faite à partir de 2 par an. Un point intéressant que je voulais juste souligner ici, c'est le problème de la variation somaclonale. Le palmier à huile a été travaillé par Unilever, qui est un des plus gros consommateurs d'huile de palme, il y a 25 ans, 30 ans, et ils ont multiplié par embryogénèse somatique, et ils ont distribué des plants qui avaient un défaut de variation somaclonale sur la forme du fruit, et finalement qui conduisait à l'absence ou à une très faible teneur en huile. Et ce qui est intéressant sur ces résultats qui viennent aussi de l'IRD, c'est que ce caractère variant anormal qui a bloqué la technique pendant pratiquement 20 ans, plus personne ne voulait voir de plants de palmier issus d'embryogénèse somatique, disparaît avec les années. Dit autrement, quand vous gardez les plants au champ, le taux de variant diminue. Et il s'agit bien d'un phénomène épigénétique et pas, dans le cas précis, d'une mutation. 2 mots sur le pain, ça c'est une firme canadienne. Il y a une autre firme qui dépend de Monsanto qui s'appelle Arbogène, qui travaille dans le même domaine.
Bon, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais cette firme produit aujourd'hui 50 millions de plants de pin pour la plantation et la production de bois, principalement du bois d'œuvre. Et le gain d'avoir du matériel homogène, ça j'avais pas compris, au champ, c'est un gain sur les coûts de récolte qui sont plus faibles, calculés par mètre cube, dû à l'homogénéité des arbres. Est-ce qu'il y a d'autres espèces? L'EVA, on commence à savoir faire. C'est toujours pas appliqué, il y a toujours un certain nombre de limites, mais ça intéresse beaucoup de gens. Le bananier, on sait faire, mais il y a encore trop de variations de soma clonal. Le chêne-liège marche. Et il y a un certain nombre d'espèces ornementales et potagères. Ce que je trouve intéressant de noter, c'est que des firmes de semences potagères pour des espèces transplantées sont en train de reconsidérer la technique qu'on avait considérée il y a 25 ans et de penser que pour du plant de tomates de serre ou pour du plant de watermelon ou pour certains plants, cette technologie-là, lorsque certaines évolutions techniques auront été faites grâce aux espèces pilotes que je viens de vous montrer, pourraient revenir vers des espèces potagères. Le futur, bon, je vous l'ai déjà dit, la valorisation de génotypes uniques. Il est clair que si on travaille avec de la multiplication végétative de ce type-là, et ça a été dit avant pour la pomme de terre, et si on travaille des espèces qui sont normalement multipliées par semence en multiplication végétative, on change complètement les stratégies de sélection. Un autre point que certaines firmes semencières considèrent, c'est qu'on garde complètement le contrôle de sa production de semences. Je n'ai pas besoin d'envoyer mes parents d'hybrides dans un pays dont je ne suis pas forcément sûr de l'honnêteté vis-à-vis de ces parents d'hybrides. Vous savez que les sélectionneurs disaient toujours en anglais plant breeder has deep pocket. Hein. Bon, même si on a aujourd'hui des outils de biologie moléculaire pour contrôler. Les gains de vigueur, par exemple, et de tolérance à la sécheresse que j'ai mentionné comparativement à du bouturage, des gains de coûts de production des plants, et parce que si le cacao n'a pas été fait par multiplication végétative, c'est parce qu'il est trop cher, et j'avais mentionné la production intégrée. Quelques challenges, ça ne marche pas encore sur toutes les espèces, encore que si je faisais la liste des espèces où on avait su régénérer par embryogénèse, où on savait régénérer par embryogénèse somatique il y a 25 ans, et la liste des espèces où on sait aujourd'hui, ça s'est largement, elle s'est largement étoffée. Le problème de la variation soma-clonale, et là, il y a certainement du travail à faire au niveau de la compréhension des phénomènes épigénétiques qui sont liés à cette variation soma-clonale. Ça peut peut-être rejoindre certaines idées aussi qui sont travaillées au niveau du clonage animal. La synchronisation, parce que pour l'instant, on a bien des étapes claires, mais tous les embryons ne sont pas au même stade, donc effectivement, dans la pépinière, ils ne sont pas au même stade de développement. Et la diminution des coûts de production, qui n'est plus du tout dans la production des embryons, elle est dans la manipulation des embryons. À l'arrivée, c'est bien pour ça qu'on ne va pas faire de l'acclimatation en France, on va le faire dans les pays utilisateurs. On peut imaginer que par déshydratation de ces embryons, on pourra arriver à terme, on sait les déshydrater aujourd'hui, on pourra arriver à terme non pas à la semence artificielle, mais à une manipulation de ces embryons avec des équipements traditionnels pour les semences. Voilà. Et donc, le message que je voulais faire passer ici, c'est de dire ce rêve est en train de devenir une réalité. Et moi, il m'a donné une leçon parce que quand on a commencé ce travail en 87, beaucoup de gens m'ont dit ça ne marchera jamais. Il y avait toutes les bonnes raisons pour lesquelles ça ne marcherait jamais. Et donc, j'utilise souvent ce slide à la fin pour dire en science, il est peut-être prudent de conclure never say never. Okay ? Voilà, merci beaucoup.